Bon. Bonsoir tout le monde. On va juste attendre, qu'il soit 6 heures, puis on va pouvoir débuter le webinaire. Fait que une petite minute encore. Bon, je pense que pas mal tout le monde est rentré dans la salle, fait que on y va comme ça. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de vous intéresser à ce processus-là, un processus important, l'achat de votre première maison. Et donc, voilà, je vous présente notre webinaire, Votre première maison, étape par étape. Je me présente, je suis Jean-François Chamberlain, je suis courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison et je suis courtier immobilier depuis 2008. J'ai une équipe de courtiers immobiliers, j'ai plusieurs centaines de transactions à mon actif. Donc, je vais avoir un bon webinaire, puis je suis en compagnie de mon collègue Pascal Langlois et je vais te laisser te présenter, Pascal. Bonsoir à tous. Premièrement, merci d'être présent avec nous ce soir. Merci à Jean-François pour son invitation à participer à son webinaire. Je suis courtier hypothécaire, Pascal Langlois, comme Jean-François l'a mentionné. Donc, Jean-François m'a invité là, pour que je puisse couvrir les petites parties qui toucheront au financement hypothécaire durant ce webinaire, tout simplement. Puis aussi, vous pouvez voir dans le bas de votre écran, il va y avoir une petite section chat. Si jamais au courant du webinaire, vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez évidemment là, aller dans cette section-là. Je vais essayer de répondre en temps réel là, à tous s'il y a des questions. Super. Donc, allons-y. Fait que ce qu'on va voir ce soir, c'est pas compliqué, c'est les étapes d'achat d'une première propriété. Hop. Bon, il y a déjà un petit glitch, ce ne sera pas long. Je vais juste trouver comment changer de page sur ça ici. Pascal, tu vois toujours ma première page? Toujours la première page. C'est toujours comme ça que ça arrive. Ça fonctionnait très bien dans notre test cet après-midi. Exact. Donnez-moi juste 2 petites secondes. On va changer ça un instant. Ça ne sera pas bien, bien long. Il va falloir commencer ça. Euh, OK. Là, tu vois quoi? Ça bouge un petit peu, mais toujours la même page, oui. OK, good. Je pense que ça devrait aller. Et non, ça ne va pas. Bon, donne-moi un petit instant. Je vais aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ici. Vous allez sûrement voir qu'est-ce que je fais sur mon écran. Tiens, comme ça ici. OK. On est capable de changer de page? Oui, bon. Ça marche? Yes. Ça marche. OK. Excellent. Bon. L'immobilier étape par étape. Fait que ce qu'on va couvrir ce soir, c'est les étapes d'achat d'une première propriété. Donc, on commence avec la numéro 1, évaluer votre capacité d'emprunt. Ensuite de ça, déterminer votre mise de fonds. Les frais additionnels qui vont être à prévoir, on va voir ça ensemble. La préautorisation hypothécaire, Pascal, tu vas pouvoir intervenir à ce moment-là. Puis également au programme offert aux premiers acheteurs. Ensuite de ça, je vais prendre le relais pour la recherche de propriété, la promesse d'achat, réaliser nos conditions, les assurances, les protections et le notaire. All right. Fait qu'on commence avec évaluer votre capacité d'emprunt. Donc, c'est sûr que avant de commencer votre recherche de propriété, ben, déjà en partant, peut-être il y a des questions qui pourraient être intéressantes à vous poser. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir propriétaire? Quel prix est-ce que vous pensez pouvoir payer pour votre maison? C'est quoi le montant de votre budget mensuel que vous pouvez allouer aux dépenses liées à l'habitation? Et aussi, combien pouvez-vous investir dans l'achat d'une maison? Parce qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients à être locataire. Donc, et à être propriétaire également, on va voir les deux. OK? Donc, rapidement, les avantages de location, mais ce n'est pas compliqué. Vous avez moins d'entretien, de réparation, vous avez des frais mensuels et des frais initiaux qui sont inférieurs. Un engagement à plus court terme, donc c'est facile de déménager, de changer de quartier ou de ville. Puis, vous avez une protection aussi contre la diminution de la valeur des propriétés. Quoique à ce niveau-là, je dirais que
l'immobilier, le marché immobilier canadien est assez sécure, là, mettons, dans les 30 dernières années. Je ne peux pas dire qu'on a vu des grosses baisses, là. Ça a toujours été en augmentation. Peut-être, Pascal, du pourras me corriger, là, mais 2023, il y a peut-être une légère baisse. Là, suite, quand on regarde, mettons, le milieu 2022, les taux d'intérêt là, avaient commencé à augmenter de manière complètement folle. Puis là, on a vu le marché qui a diminué. Puis à moins d'avoir acheté, mettons, en 2021-2022, puis revendre en 2023-2024, je ne pense pas qu'il y avait moyen de perdre vraiment. Non, Euh, exactement. Après une hausse record de tous les temps, j'en parlais avec un client justement cet après-midi. Il y a eu un petit recul, mais on peut pratiquement ne pas le considérer. exact. Puis ensuite de ça, ben, d'être locataire, mais ça permet d'économiser pour investir ou encore accumuler une plus grosse mise de fonds en vue de l'achat d'une maison. Quoi qu'à ce niveau-là, encore une fois, je dirais, regarde, mettons que c'est sûr, on a eu les dernières années, c'était quand même assez fou, mais prenons juste là, de manière ultra réaliste une augmentation du marché de 5. On regarde une propriété de 400, 500 000, mais on parle d'une augmentation annuelle de 20, 25 000. Fait que, si vous n'avez pas la capacité d'accumuler cette somme-là, ben, vous êtes mieux de passer à l'action plus rapidement. Parce que dans le fond, le marché est en train de monter plus vite que votre capacité d'économiser une mise de fonds. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'économiser le 20 de mise de fonds pour finalement se ramasser dans un marché où c'est rendu à des prix qui vont même plus vous permettre d'acheter. Euh, Ensuite de ça, ben, il y a des inconvénients. Par contre, à la location, les paiements mensuels peuvent augmenter d'une année à l'autre. Vous avez un risque que votre bail ne soit pas renouvelé. Vous payez le prêt hypothécaire d'une autre personne au lieu d'accumuler votre propre avoir. Et quand on regarde ça de manière factuelle, je veux dire, payer un loyer, c'est payer 100 d'intérêt. Là. Fait que, des fois, le monde s'en fait avec le taux d'intérêt, mais comme quand tu es en loyer, il n'y a rien de l'argent que tu débourses qui te revient à toi. Et aussi, c'est pas possible de faire des rénovations, des fois de peindre, etc., sans avoir la permission du propriétaire. À l'inverse, bon, quand on s'en va propriétaire, encore là, les avantages, les inconvénients, vous avez une liberté de rénover ou modifier votre logement selon vos goûts. En payant votre prêt hypothécaire, bien, vous accumulez de l'avoir propre dans un investissement qui est sécure. Vous avez une possibilité d'avoir peut-être un revenu locatif s'il y a un logement accessoire ou encore si vous achetez un plex. Et vous avez une stabilité et une tranquillité d'esprit. Votre logement vous appartient, c'est votre investissement. Vous pouvez en profiter de la manière que vous voulez, puis en faire ce que vous voulez. Par contre, il y a des inconvénients. Okay? On en parlait. Risque d'une perte financière si la maison a perdu de la valeur au moment de la revente. Encore là, on l'a dit, le risque est quand même faible. Vous avez une responsabilité, par contre, de tous les frais d'occupation, fait que le paiement du capital, les intérêts, l'impôt foncier, les assurances, l'entretien. On a des paiements mensuels qui peuvent augmenter beaucoup si jamais les taux ont augmenté. Fait que, on en a des vendeurs présentement là, qui nous contactent. Ils ont contracté une hypothèque en 2020. Leur renouvellement est dû, puis il y en a qui pensent à changer. Il y en a que les augmentations sont plus grandes que ce qu'ils anticipaient. J'ai des gens, moi, que j'ai rencontrés récemment je veux dire, il y avait une maison avec leurs enfants, les enfants ne sont plus là, hop, l'hypothèque vient de monter, ils se disent, regarde, on va vendre, on va aller dans un condo, on va aller dans une plus petite maison, des choses qui arrivent. Et risque de réparation imprévue et coûteuse. Mais ça, de là, peut-être l'importance de faire une bonne inspection pré-achat. Je pense que ça peut prévenir des trucs comme ça. Fait que moi, ce que je propose toujours, c'est de faire un budget mensuel, OK? Parce qu'il y a quand même des dépenses qui vont être à prévoir. Fait que je sais, des fois, on regarde ça, un budget, puis on a l'impression que c'est gros, là. Puis si vous êtes comme moi, mais je veux dire, je regarde à la fin du mois, y a-t-il de l'argent dans le compte? Oui, OK, ça va. Fait que c'est un exercice, par contre, que je pense que ça vaut la peine de faire. OK? Tu sais, on veut que vous soyez capable d'acheter votre première propriété, mais pas pour être obligé de la revendre dans quelques mois, années. Là, le but, c'est de pouvoir garder ça sur le long terme, je pense. Donc, vous allez avoir des frais à prévoir, hypothèque, des taxes municipales et scolaires, des frais de condo si jamais c'est une copropriété, le chauffage, l'assurance habitation, les protections via invalidité, puis évidemment, toutes les autres dépenses là, courantes, là, épicerie, etc., gaz. Fait en faisant un budget, vous allez savoir exactement combien il vous reste à la fin d'un mois et pour être sûr que vous avez la capacité financière de conserver votre maison à long terme. Parce que, tu sais, Pascal, mettons, toi, tu rencontres des gens, puis tu es capable de leur dire, la banque leur prêterait combien, mais est-ce que ça veut nécessairement dire qu'ils veulent aller jusqu'à ce montant-là? Ce n'est pas toujours le cas, là, tu sais. Exact. Selon mon expérience, j'ai bien du monde qui arrive avec des préqualifications à des montants quand même élevés, puis qui me disent, regarde, chef, moi, comme je ne voudrais pas aller plus haut que tel prix, puis c'est bien correct. Là.
Oui, absolument, parce qu'une fois qu'on va avoir le montant total de la capacité hypothécaire, la deuxième question qui vient rapidement après, c'est un scénario de paiement, puis quel est le futur paiement mensuel. Puis après ça, ben, avec le tableau qui est suggéré, ben, on voit si ça correspond au budget qu'on peut ou on veut se permettre aussi. Exact. Fait que si on regarde la prochaine étape, ben, ça va être de déterminer votre mise de fonds. Donc, information utile à savoir, mise de fonds minimale est de 5 de la valeur de l'achat. Elle peut provenir de différentes sources. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler des sources un peu, là, c'est peut-être plus ton domaine. Oui, certainement. Donc, en antenne de matière, mise de fonds, comme Jeff le mentionne, 5 au niveau de la mise de fonds minimale demandée au Canada. Les différentes sources de mise de fonds, la première, on voit l'économie personnelle. L'économie personnelle, c'est à partir du compte chèque, du compte courant ou peu importe quel placement, euh, compte CELI, REER, etc. Ça peut même être économisé pardon, dans un compte dans un autre pays. Les règles sont extrêmement larges au niveau des économies personnelles. Simplement que c'est important de faire affaire avec un professionnel comme un courtier hypothécaire en entrée de jeu pour comprendre est-ce qu'il y a une stratégie à faire par rapport à l'économie personnelle si elle est dans un autre pays, par exemple. Sinon, une économie personnelle, c'est la mise de fonds qui est la plus commune, évidemment, et la plus appréciée des prêteurs qu'on va choisir, évidemment. REER est un autre exemple. REER, on a aussi le CELI App maintenant, qui est un autre produit pour la mise de fonds. Produit qui est très convoité, qui est un super de bon produit. On en parlera un petit peu plus en détail plus tard. Ensuite de ça, un autre produit qui est très populaire pour la mise de fonds, qui est le don d'un parent. Il doit être un parent proche, frère, sœur, mère, père, grand-père, grand-mère. Euh, un don en bonne et due forme, tout simplement, c'est une lettre de don qui est assignée du montant de la mise de fonds ou un montant X. Ça peut être un mélange des deux, une économie personnelle en partie, un don pour compléter la mise de fonds. C'est quelque chose qui est très commun. Ensuite de ça, on a un don en équité. Don en équité beaucoup plus rare, mais c'est des choses que j'ai quand même vues. On va acheter la propriété d'un membre d'une famille proche. Encore une fois, doit être frère, sœur, père, mère, grand-parent. Dont en équité, c'est assez simple, c'est que la propriété va être vendue à un montant X, puis dans ce montant-là, on calcule que la mise de fonds, elle est à l'intérieur du montant qui est financé. Donc, à ce moment-là, ben, le vendeur, qui est le parent, va recevoir légèrement moins que le prix de vente, puis la mise de fonds va être inclus dans le financement, comme je disais. Pour un financement secondaire, on parle, rappelle-moi ma mémoire encore, Ben, Jean-François, là, j'ai un celui-là, blanc encore écoute, pour les on l'a financements mis, là, secondaires. mais c'est comme on disait, c'est un Ah, la mise financement de fonds. pas mal plus difficile à l'obtenir parce que dans le fond, c'est de faire financer sa mise de fonds. Mais tu sais, Exactement. il y a très peu de dossiers que tu as vu qui passent avec ça. Mais c'est quand même Oui, une possibilité qui existe. Tu n'as pas la mise de fonds. absolument. Regarde, on va regarder, mettons, j'ai un bon salaire, un bon crédit. Est-ce que je suis capable d'emprunter ce montant-là, puis que ça compose ma mise de fonds, puis que mes ratios fonctionnent toujours pour que je puisse acheter une propriété. Fait que, Absolument. Une mise de fonds, comme tu le mentionnes, qui est plus rare. C'est pour ça que mon petit blanc était là. Dans ma carrière, j'en ai quand même fait quelques-uns. Pas des dizaines, mais 5, 6, là, je dirais, de mémoire. Mise de fonds empruntée, tout simplement, sous forme de prêt personnel. Donc, on n'a pas d'économie, pas de possibilité de don. On n'achète pas la maison d'un parrain, évidemment. Il nous reste une dernière solution au niveau de la mise de fonds par la mise de fonds empruntée. L'inconvénient nommé par Jean-François est le plus majeur, en fait, là, c'est au niveau de la capacité hypothécaire. On va ajouter un paiement mensuel en empruntant la mise de fonds. Donc, évidemment que notre capacité hypothécaire va être un petit peu réduite due à ça. Et puis, il y a plusieurs prêteurs qui n'offrent pas ce produit-là. Donc, on réduit un petit peu nos choix d'institutions. En faisant affaire avec un courtier hypothécaire, on a accès à plus d'une vingtaine de banques, là, 25 banques pour être précise. Donc, on demeure avec quand même plusieurs choix. Mais c'est à voir, c'est du cas par cas. Donc, dans l'ordre, en fait, c'est vraiment les mises de fonds favorites, disons, à la moins favorite aux yeux d'un prêteur qui va recevoir un financement de l'économie à la mise de fonds en cours. exact. All right. Donc, ensuite, les frais additionnels à prévoir. Donc, en plus, évidemment, de la mise de fonds, il va y avoir des frais à prévoir.
Donc, la première des choses, c'est la prime SCHL. OK? Que ce soit la SCHL ou d'autres assureurs hypothécaires. Cette prime-là, dans le fond, vous allez devoir la payer aussitôt que vous ne mettez pas 20 de mise de fonds. Donc, ce n'est pas obligé d'avoir 20 de mise de fonds. On l'a dit tantôt, la mise de fonds minimale est de 5. Seule l'affaire, c'est que si vous mettez, par exemple, 5 vous allez avoir une prime. Si on se réfère là, à mon tableau un petit peu plus bas, là, vous allez avoir une prime de 4 de la valeur de l'hypothèque. OK? Donc, n'importe où entre 5 à 9,9 c'est 4 de prime. 10 à 14,99 on parle de 3,10 de prime. Et de 15 à 19,99 on parle de 2,8 2,80 de prime, pardon. Et donc, la manière qu'on calcule ça, ce n'est pas compliqué. Figurons un achat à 400 000. La mise de fonds minimale serait, par exemple, de 5 soit 20 000. Et donc, pour le calcul de la prime SCHL, on va prendre le montant d'achat, 400 000, moins la mise de fonds, 20 000, ce qui équivaut à 380 000, fois 4 ça nous donne une prime, dans ce cas-là, qui serait de 15 200 Donc, quand vous achetez une propriété de 400 000, vous ne financez pas 380 000, vous allez financer 395 200 parce que la prime, elle va être financée. Et ensuite de ça, bien, souvent, ce que les gens ne savent pas, et qui est une information extrêmement utile à connaître, c'est qu'au notaire, vu que c'est une assurance, OK, c'est l'assurance hypothécaire, donc il y a une taxe de 9 qui va devoir être déboursée chez le notaire pour cette assurance-là. Donc, dans notre exemple, 15 200 de prime, on parle de 1 368 qui est à prévoir chez le notaire. Ensuite de ça, il va y avoir autre chose, l'inspection. Okay? Évidemment, je conseille à tout le monde de faire inspecter sa propriété. Je sais que pendant la pandémie, là, il y avait beaucoup d'offres sans inspection. C'était pas nécessairement, en tout cas, c'était la manière de gagner des offres, mais ce n'était pas nécessairement la meilleure manière. Là. Quand on parle de sécurité, je pense que d'inspecter, ça vaut la peine. On parle d'un coût qui va varier peut-être entre 600 jusqu'à 1 000 selon l'inspecteur, selon le type de propriété, mais c'est vraiment un petit investissement qui peut vous éviter des grosses surprises. Ensuite de ça, on a le notaire. Disons qu'on l'a calculé pour être sécure. Là, je dirais à 2 000 taxes incluses, là, je pense on est pas mal dans ces prix-là présentement. Et évidemment, ça peut varier d'un notaire à l'autre. Les notaires que moi je réfère sont dans ces prix-là. OK? Fait que, il n'y en a pas qui sont plus chers que ça. Et finalement, la répartition des taxes, là, c'est difficile à dire parce que ça, c'est au cas par cas. Donc, les répartitions des taxes, ce n'est pas compliqué. Le notaire, quand on fait la transaction, va calculer à la journée près, dans le fond, les montants de taxes qui sont soit à la charge de l'acheteur ou du vendeur. Et par exemple, si on est, exemple, en milieu d'année, ben, ça se peut que l'entièreté des taxes municipales a été payée. Donc là, il y aura un montant à payer par l'acheteur au vendeur pour lui rembourser cette portion-là de taxes qu'il a payée, mais que l'acheteur devient responsable le jour où il passe chez le notaire. OK? Fait que ça, ce sera au cas par cas. Là. On peut toujours guider, mais c'est difficile de prévoir un montant, mais on parle de quelques centaines de dollars rendus là. Ensuite de ça, la dernière et non la moindre, la taxe de bienvenue. Okay? Fait que la taxe de bienvenue, c'est une taxe, malheureusement, que tout le monde doit payer quand il achète une propriété. Et ce n'est pas seulement à la première propriété, c'est à chaque nouvelle propriété qu'on achète, il y a une taxe de bienvenue. La facture, généralement, va rentrer 30 à 90 jours après la transaction chez le notaire et les acheteurs ont 30 jours pour la payer. Okay? Et là, je pourrais vous expliquer comment on calcule la taxe de bienvenue, mais disons que dans les dernières années, le calcul a été complexifié, déjà qu'il n'était pas simple. Alors, je vous le dis, la manière la plus simple, c'est d'aller sur www.taxedebienvenue.com. Vous allez pouvoir sélectionner la ville dans laquelle vous achetez une propriété et entrer un montant d'achat. Ça va vous dire exactement le montant de taxe de bienvenue là, que vous devrez prévoir pour votre achat. Fait que ça, c'est la manière la plus simple. Ensuite de ça, la préautorisation hypothécaire. Là, on tombe dans ton domaine, Pascal. Fait que parle-nous peut-être un peu des avantages des gens partant.
Oui, avantage certain. En fait, il n'y a pas de désavantage à avoir une préqualification. Il n'y a que des avantages avec le marché d'aujourd'hui depuis, en fait, depuis toujours, mais surtout et encore plus suite à la fameuse pandémie pour effectuer des visites. Ça devient primordial d'avoir une préqualification ou une préautorisation. Déterminer exactement le montant du prêt que la banque vous consentira. Donc, au niveau de la préautorisation, il va y avoir une prise de possession des documents pour les revenus, il va y avoir une vérification du bureau de crédit qui est faite. Puis, à partir de là, votre profil financier va être complété, puis la capacité hypothécaire va être identifiée selon votre profil à vous. Donc, on va avoir une préqualification, une préapprobation. Je vous expliquerai la différence entre les deux, qui va être extrêmement exacte. Donc, au moment de la visite, bon, premièrement, vous allez pouvoir visiter la propriété parce que vous avez votre préqualification. Puis vous allez vous situer aussi, peut-être, si vous voulez déposer une offre de bonne façon au niveau de votre offre, parce qu'il y a une préautorisation qui confirme que vous pouvez acheter la propriété à ce prix-là. On peut penser aussi que certaines personnes peuvent croire qu'ils peuvent acheter pour 300 000 puis qu'ils ne trouvent pas de produit qui correspond à leurs besoins, mais en réalité, ils sont capables de se permettre une propriété peut-être à 400 000 puis que la préqualification vous le permet ou l'inverse aussi qui est possible. Donc, au moment de la recherche, en tout début, vraiment, là, la première étape, comme Jean-François le mentionnait, c'est de prendre contact avec un courtier immobilier qui va savoir bien vous représenter comme acheteur. Et deuxième étape, vraiment tout de suite après, c'est de se préqualifier pour être en mesure que votre courtier cible les bonnes propriétés pour vous dans le bon budget. Obtenir le meilleur financement aux meilleures conditions, c'est un autre point extrêmement important. Comme je parlais tantôt, on a les 25 institutions avec qui je suis accrédité, où la plupart des courtiers hypothécaires là, au Québec, dépendamment de leur cabinet, sont accrédités dans environ 25 banques, comme je mentionnais. Donc, au niveau de ce sujet-là, c'est extrêmement simple. Vous pouvez vous diriger directement vers la banque où vous êtes déjà client, que ce soit la BMO, RBC, pour pas tous les nommer. Mais il y a des produits qui sont différents de chacune de ces institutions-là. Vous avez un projet qui est locatif, la propriété a besoin d'amour parce qu'il faut refaire des salles de bain, avoir un prêt qui comprend une partie des rénovations financées. Il pourrait avoir 25, 50 exemples, mais certaines banques vont offrir ces produits-là, certains ne les offriront pas. Vous avez des enfants, les allocations familiales est un revenu extrêmement intéressant au niveau d'une préqualification. Certaines institutions en prennent une partie, d'autres une totalité, d'autres pas du tout. Donc, vous pouvez être chanceux, frapper à la porte de votre banque, avoir une préqualification qui tient la route avec une chance, d'un sens, d'avoir frappé l'institution, vous êtes déjà client, ou votre dossier correspond au profil financier que la banque recherche, ou non. Puis, il peut avoir un impact aussi important que votre dossier fonctionne avec cette banque-là ou ne fonctionne pas du tout. Mais en frappant la porte de toutes ces institutions-là, ben, je ne veux pas dire 100% parce que c'est un chiffre qu'on n'aime pas, là, mais 99,9% du temps, on est capable de préqualifier tous les dossiers, là. Ouais. Et puis, faire une offre plus solide, ben, c'est clairement que c'est de se positionner comme il faut, comme je disais un petit peu plus tôt au niveau des offres, parce qu'une offre préautorisée versus une offre qui ne l'est pas, disons qu'on a deux offres identiques, clairement que le vendeur va être plus à l'aise d'aller accepter une offre qui a une préautorisation versus un possible risque que la seconde offre ne fonctionne pas au niveau du financement une fois que les délais commencent, là. Exact. Puis, tu sais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, là, obtenir le meilleur financement aux meilleures conditions. Moi, j'avais une cliente à un moment donné qui recevait justement des allocations familiales, puis une pension alimentaire. Puis, je me souviens, tu sais, avec le courtier hypothécaire, c'est pas compliqué. Il nous avait dit, regarde, j'aurais pu l'envoyer dans 19 institutions financières, puis ça n'aurait pas fonctionné, mais il y en a deux avec lesquelles ça fonctionnait. Fait que, imagine cette madame-là qui s'en va cogner à la porte de sa banque, qui est une des 19, OK? On va y aller avec les stats. Donc, il y a Mhm. plus de chances que ce soit celle-là. Puis elle se fait dire non, malheureusement, comme tu ne peux pas acheter. Puis finalement, elle Exactement. prenait juste la bonne institution pour sa situation. De là, l'avantage d'aller consulter un courtier hypothécaire là, au lieu d'aller vers sa banque là, directement. Exactement, ou probablement que la capacité était X, mais n'utilisait pas les revenus d'allocation. Donc, tu sais, on peut augmenter une préqualification d'une institution qui les prend à une institution qui ne les prend pas, dépendamment des familles, évidemment,
20, 30, 40, 50, 60, 70 000. Là. J'ai déjà vu des profils avec quatre enfants qui avaient des revenus de 40 000 environ, ce qui peut augmenter jusqu'à 100 000 une capacité hypothécaire. Là. Une énorme différence. Ça. Ça. Exact. Puis ensuite de ça, mais pour faire une offre plus solide, c'est sûr que moi, mettons, en tant que courtier immobilier, disons que je représente le vendeur. Puis en fait, imaginons tous qu'on est un vendeur présentement dans ce scénario-là fictif où on reçoit deux offres d'achat concurrentes. OK? Fait on est un vendeur, on vend notre propriété, il y a deux acheteurs qui nous font une offre. Les deux sont au même prix. Commençons par l'acheteur B, donc à droite. L'acheteur B nous offre 450 000, mais par contre, c'est un acheteur qui n'a pas été se faire préqualifier. Donc, son financement il est extrêmement conditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui a vérifié justement tous les documents que Pascal vérifie, fait que les avoirs, les dettes, etc., le bureau de crédit. Fait on reçoit cette offre-là, 450 000, qui est concurrente à l'autre offre de gauche, l'acheteur A, qui lui a une préapprobation, il offre également 450 000. Sincèrement, il y a une offre qui est beaucoup plus solide. Là. Pour le vendeur, moi, j'ai vu là, déjà récemment, OK, on avait mis une maison en vente, on a eu une offre qui était 30 000 de plus que la deuxième meilleure offre, mais il n'y avait aucune préqualification. Puis quand j'ai appelé le courtier immobilier qui représentait cet acheteur-là, il nous a dit non, mon client, il est en processus, mais ce n'est pas encore fait. Puis mon vendeur, automatiquement, il a dit écoute, elle, je la considère même pas. Écoute, il ne l'a même pas regardé. On l'a mis sur le coin de la table, puis on a regardé les autres offres. Fait que finalement, il a pris une offre qui était 30 000 de moins sur un achat, là, puis c'était pas si pire, c'était un achat de 600 000. Là. Mais 30 000 de moins, pareil, parce que l'acheteur n'avait pas sa préqualification bancaire. Fait que, comme quand je vois des acheteurs qui se promènent comme ça sans préqualification, je me dis, my God, ils sont soit mal accompagnés ou ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, mais réellement, il faut vraiment aller se faire préqualifier. Dans le marché d'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Fait qu'il y a un avantage même à avoir une préqualification en termes de négociation. Là, on a deux offres au prix égal, mais on pourrait même avoir une offre plus basse, puis possiblement qu'on l'aurait versus l'autre offre. En plus de ça, ben, c'est super facile. Tu l'as dit tantôt. Dans le fond, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies le dossier de crédit. Vérification de dossier de crédit, quelques documents, les T4 des 2 dernières années, talon de paye, lettre d'emploi. Puis, si on a déjà une propriété, on va prendre relevé hypothécaire, taxes municipales scolaires, documents d'allocation familiale, s'il y en a, tout autre type de source de revenus. La plupart du temps, c'est là que ça s'arrête. Si on est travailleur autonome, c'est les rapports d'impôts. Là. Fait que, tu sais, on parle de 4 à 6, 7 dossiers environ, là, documents environ par demandeur. Fait que c'est assez léger là, comme documentation. OK. Puis ensuite de ça, ben, tu envoies ça à un prêteur pour avoir la préqualification. Exactement. On peut avoir une préautorisation en bonne et due forme. C'est vraiment une préqualification. Les institutions vont faire des préqualifications sans document, ce qui vaut ce que ça vaut, là, sans être trop dur. Je trouve que ça vaut pas grand-chose. Moi, Euh, ça vaut rien. Je ouais, l'ai c'est déjà ça. vécu. Le monde, il Exact. rentre avec ça. Là, ils ont le document, mais il n'y a rien qui a été vérifié. C'est c'est- c'est extrêmement risqué. Puis en fin de compte, il n'y a pas personne qui va être blessé là-dedans, mais il va y avoir un paquet de gens qui peut perdre une énorme quantité de temps, par contre, puis du temps, ça a une valeur incroyable à mes yeux. Fait que d'une petite étape là, qui est deux, trois appels de 10, 15 minutes avec mon travail à moi qui va être de 1 heure ou 2 pour analyser tous les documents, monter un profil financier, c'est pas grand-chose pour le bienfait que ça peut avoir. Puis, la différence, là, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, que j'ai oublié de clarifier, c'est qu'une préqualification, c'est ce que je dis, c'est que c'est une préqualification qui n'aura pas de documents. Du verbal, je fais à peu près tant par année, j'ai à peu près telle dette, etc. On met les chiffres dans les carrés, puis ça donne une capacité d'emprunt. Une préautorisation, c'est un dossier monté en bonne et due forme avec les documents qui vont être utilisés au moment de présenter le dossier au prêteur. La seule chose qui va manquer en réalité en fin de parcours à ce dossier-là, c'est les documents du courtier qui vous accompagne, promesse d'achat, fiche descriptive, déclaration du vendeur et autres, là, s'il y en a. Donc, c'est les quelques petits documents qui vont manquer tout simplement. Mais en gros, le dossier est déjà vérifié, stampé par la banque, comme on dit. Good. Maintenant, on va regarder les programmes qui sont offerts aux premiers acheteurs. Souvent, c'est là qu'il y a des questions. Fait que gênez-vous pas. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou sinon, à la fin, évidemment, on pourra prendre d'autres questions. Là.
en cours de route, là, peut-être qu'on va répondre à celle que vous allez poser. Mais le premier de ces programmes-là, c'est le RAP. Fait qu'encore là, je te laisse nous parler de ça. Quatre, tu rappes régime d'accès à la propriété. On peut lire un petit peu le texte rapidement, puis ensuite je développe. Donc, le programme RAP, c'est un programme qui existe pour pouvoir avoir accès au REER que les clients ont à leur possession sans aucune pénalité ou imposition au moment du retrait. Donc, vous avez des investissements en REER lors de cet investissement-là dans l'année courante, vous avez une déduction d'impôt du montant investi dans vos REER. Une fois qu'on va rappeler l'institution où vous avez vos REER, vont sortir les REER, les déposer dans le compte de votre choix de cette institution-là, compte courant ou peu importe. Et puis, vous n'êtes pas imposé cette année-là sur le retrait du REER. Vous avez une période pour le rembourser. On va le voir un petit peu plus bas, on va voir un petit peu plus de détails, mais c'est le fonctionnement du RAP. Le retrait des REER est comme un prêt que vous faites, c'est exactement ça, ce qui veut dire que vous devez le rembourser. Mais vous-même, donc, vous aurez à terminer de le rembourser, cet argent sera retourné dans votre RAP. Exactement. Donc, le RAP va avoir un remboursement qui est basé sur une période de 15 ans maximale. On a une année, 2 années en fait de grâce pour ne pas le rembourser. Donc, on peut dire que c'est sur 17 ans là, qu'on peut le rembourser. Depuis 2024, 60 000 et c'était 35 000 en 2023. C'est une énorme augmentation. Là, en 2022, c'était 30, 2023, 35 et 60 là, en 2024. Donc, le gouvernement, avec les lois fédérales bancaires, ont décidé de pouvoir maximiser ce montant-là pour aider ceux qui ont des REER à accéder à la propriété puis profiter de ce produit-là, qui est un excellent produit. Une fois qu'on va avoir râpé, comme on appelle. Cette mise de fonds-là va être donnée là, au notaire. Puis, suite à ça, comme on dit, on a 15 ans, 17 ans pour le rembourser. Une fois que tout ça c'est fait, vous devez rembourser un certain nombre par année. Donc, on peut voir l'exemple en bas. Vous effectuez un RAP de 20 000 alors le remboursement sera de 20 000 sur 15 ans. Ça nous donne un montant annuel de 1 333,33 dans cet exemple choisi-là. Il arrive à la fin de l'année, puis une question qui est extrêmement commune, c'est si une année, on ne le rembourse pas ce montant-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est extrêmement simple. Vous n'êtes pas obligé de le rembourser. C'est que vous remboursez vos propres REER. Vous êtes votre prêteur, comme on décrivait un petit peu plus tôt. Donc, vous n'avez pas d'obligation de le rembourser envers vous-même. Vous avez un revenu, disons, X de 50 000. Ben, l'année que vous ne le remboursez pas, vous allez avoir un revenu imposable de 51 333, si je ne m'abuse, le chiffre qui était décrit en exemple, et vous allez être imposé sur ce montant. Bien tout simplement. Donc, on peut parler peut-être de 300, 400 $, 500 maximum là, de plus d'impôts à payer cette année-là dans l'exemple qui est choisi. Donc, qu'est-ce qui arrive si. Ben, exactement. Bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parfait. Donc, on n'est pas obligé de rembourser le REER. On peut sauter une année, puis on rembourse la deuxième tout simplement. Il n'y a pas d'option de l'accumuler, par exemple, là, vraiment, quand l'année fiscale se termine, soit qu'on l'a remboursé, soit qu'on ne l'a pas remboursé. Euh, Question populaire aussi, est-ce que nous devons absolument utiliser l'argent du RAP pour la mise de fonds, qui est une excellente question très commune, puis qui est méconnue au Québec, peut-être ailleurs au Canada aussi. Le RAP, c'est un régime d'accès à la propriété, mais qui n'est pas limité à la mise de fonds. Donc, on va avoir une approbation finale. On va se présenter chez le prêteur. On va rapper. On va avoir l'agent qui est disponible à ce moment-là, si vous voulez vous préparer. Puis, jeter des tapis à l'avance, des pots de peinture ou X, Y, Z, là, peu importe, là, cet argent-là, on pourrait sortir tous les exemples du monde. Vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, en notant évidemment que l'argent de la mise de fonds soit toujours disponible, là. Le RAP peut être fait jusqu'à de mémoire 60 jours après le notaire. Mais elle peut être faite à l'avance aussi. De mémoire, je vérifierai là, si vous avez des questions par la suite, on vous donnera la clarification. Mais de mémoire, c'est 30 jours avant le notaire et jusqu'à 60 jours après le notaire. Donc, comprenant que ça peut être après le notaire, bien, logiquement, la mise de fonds est déjà donnée. Donc, logiquement, la réponse est oui, qu'on peut l'utiliser pour quoi que ce soit. D'ailleurs, exemple,
personnel d'un dossier qui est arrivé la semaine passée. On avait un client que ça accrochait très légèrement le dossier en fin du financement, une dernière condition à régler. Il y avait un prêt à régler de un certain nombre de milliers de dollars, là, un petit peu moins de 10 000 puis avait déjà rappé, il avait pris de l'avance sur son rap, puis il y avait encore la mise de fonds suffisante. Donc, on a utilisé le rang du rap, on a remboursé le prêt que le prêteur demandait en condition de remboursement, puis on a eu l'approbation finale, puis l'affaire était réglée. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être plus le fun comme du linge ou des beaux mags sur sa voiture, mais ça peut être n'importe quoi. Un petit voyage dans le sud. Let's go. Un petit voyage dans le sud. Fait que, bref, ça peut servir à autre chose que la mise de fonds. OK. Puis l'autre programme qui est réellement intéressant, là, puis tu sais, euh, on pourra parler peut-être des stratégies, mais c'est le CELIAP. Fait Oui. que ça, c'est quand même assez récent. Ça fait pas 2 ans que ça existe, je pense. Oui, exact. J'ai pas vérifié encore la date exacte, mais légèrement plus de 2 ans parce que la simple logique est que on peut cotiser jusqu'à un maximum de 8 000 en bas. Là, je vais un petit peu plus vite, là, mais on voit une cotisation annuelle maximale de 8 000 et à l'heure actuelle, les CELIAP qui ont été cotisés au maximum sont à 24 000 Donc, on a pu cotiser en 2023 8 000 22 8 000 pour un 16 000. Puis là, maintenant, là, on peut se rendre à 24 000 Ce montant-là n'est pas transférable d'une année à l'autre. Et à l'inverse d'un REER, qu'on a une période de grâce, là, je me souviens pas exactement c'est jusqu'à quand, mais je pense que c'est jusqu'à fin février qu'on peut cotiser à ces REER qui va être déduit de nos revenus de l'année précédente. Le CELIAP, une cotisation qui est dans les années fiscales. Donc, le 31 décembre, c'est la dernière journée pour en profiter pour faire un transfert de sous vers son CELIAP si on veut être en mesure de déposer un autre 8 000, exemple, directement le lendemain si on parle du 31 décembre puis du 1er janvier de l'année suivante. Ouais, puis tu sais, moi, je le trouve vraiment intéressant, celui-là. On s'en parlait tantôt. Puis, tu sais, je me disais, attends, moi, si j'étais un premier acheteur, c'est sûr que ce que je ferais, c'est de cotiser au maximum à mon CELIAP avant d'aller faire un RAP. Parce que le CELIAP, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les avantages justement des cotisations sont déductibles d'impôts, puis ton retrait est non imposable. Tandis que quand tu retires, tu sais, ton RAP, faut que tu le rembourses. Puis quand tu ne le rembourses pas, ben là, tu payes de l'impôt sur la portion là, que tu dois rembourser. Tantôt, on avait un exemple à 1333,33 par année. Tu ne rembourses pas une année ton 1333, mais tu es imposé sur ce 1333-là. Fait que, tandis que le CELIAP, ce n'est pas le cas. La seule affaire, c'est comme tu disais, c'est que ce n'est pas transférable d'une année à l'autre. Fait que, si vous avez raté votre coup en 2023, 2022, 2023, ben, puis 2024, mais là, la prochaine année où vous pouvez cotiser, c'est 2025. Mais c'est sûr que moi, je me servirais du CELIAP au maximum avant d'aller faire un RAP. Absolument. Un REER n'a pas de maximal, a pas de maximum. On peut faire un virement de 100 000 dans un REER. On va pouvoir rapper un maximum de 60 000, comme on a vu, mais c'est un exemple grossier pour expliquer qu'il n'y a pas de maximum. Mais le CELI, oui, on est 8 000 par année, non transférable d'une année à l'autre. Puis, comme tu mentionnes, qui est un point super important, c'est que le CELIAP n'est pas remboursable. On ne le rembourse pas. C'est pas une norme. Donc, c'est un 8 000 qui est déduit de notre revenu de cette année-là lors de l'investissement du 8 000 dedans. Puis on aura vraiment à le rembourser. Donc, c'est logique de comprendre que ce 8 000 $-là qu'on va donner en mise de fonds, mais c'est un 8 000 qu'on va donner en argent brut. L'argent, le gouvernement n'a pas pris son impôt sur ce 8 000 $-là. Donc, la valeur réelle de ce 8 000 $-là, dépendamment de chacune de vos braquettes de pourcentage des positions, vaut un montant X. On peut penser à dépendamment si c'est environ un 30-35 qu'on paye en impôt, un 40 ben, on peut penser à un montant de 11, 12 000, 12 500, la valeur réelle de ce 8 000 $-là. Et puis, ben, si on a un 16 ou un 24, dépendamment de chacun des dossiers, mais ce montant-là, évidemment, il est encore plus intéressant. Là. Si on sauve le 35 d'impôt sur un montant de 24 000, par exemple, ben, c'est des gros sous là, qui est malheureusement laissé sur la table si les gens ne sont pas au courant de cette information-là, puis il faut se prendre un petit peu d'avance avec le CELIAP. C'est là le point qui est un peu un inconvénient de ce produit-là, mais qui est un excellent produit, puis à quelque part, ils n'ont pas le choix de mettre des normes parce que sinon, ben, tous les gens investiraient toutes leurs économies dans le CELIAP s'ils savent qu'ils vont acheter cette année. Tu sais.
Ouais. Prends l'exemple de quelqu'un qui a économisé 24 000 dans son CELIAP. Là, ça veut dire qu'il ne payera jamais d'impôt sur son 24 000. Sur Donc, un revenu de 24 000. Exact. non, non, pour de vrai, c'est tellement un bel outil. Fait que ce qui est bon, c'est, Ouais. mettons, pour les gens qui assistent ce soir au webinaire, tu sais, quelqu'un qui se prend à l'avance, qui est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance sur son projet, mais qui veut savoir comment ça fonctionne, mais comme ça permet d'être conscientisé à cet outil-là. Exact. Si vous avez des amis de la famille que vous sortez des fêtes et ils savent qu'ils ont un projet dans X nombre de temps, passez le mot, c'est le CELIAP qu'il faut viser. Définitivement. Fait que là, on dit pourquoi utiliser le CELIAP, justement, maximiser vos économies grâce aux avantages fiscaux. On vient de le dire, là, tout l'argent que vous allez mettre là-dedans, vous n'êtes pas imposé dessus. OK? Fait que vous avez la déduction fiscale, puis quand vous le retirez, vous n'êtes pas imposé plus versus le RAP qui ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Puis, mais ça peut permettre justement de compléter ou remplacer le RAP pour financer votre mise de fonds. Puis une flexibilité aussi pour planifier votre achat à long terme. Fait que c'est peut-être ça. Ça, c'est peut-être comme comment je peux dire, la limitation, c'est qu'il faut que tu te sois pris de bonheur pour être capable d'accumuler un gros montant là-dedans. Tu sais. Exact. C'est de la façon que je le vois aussi. Puis, comme c'est mentionné, j'ai oublié de le dire, mais oui, on peut évidemment profiter des deux programmes. Là. Si, exemple, on a cotisé là maintenant pour un 8 000 parce qu'on a un projet d'achat qui s'en vient rapidement, puis on veut rapper également, c'est possible aussi pour pallier le reste de la mise de fonds au-dessus du 8 000. Exact. Euh, ensuite, là, on tombe à disons, l'étape la plus fun, la recherche de propriété. Fait que là, on va visiter des maisons, on rentre dans l'intimité des gens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, donc, mais avant de faire ça, ben, il va falloir choisir un courtier immobilier. Et il faut savoir, tous les courtiers immobiliers n'offrent pas les mêmes services et surtout n'obtiennent pas les mêmes résultats. Donc, de choisir le bon courtier va vraiment faire la différence. Puis, tu sais, moi, si j'étais pour engager un courtier, c'est sûr que je me poserais certaines questions. OK? Est-ce que c'est un courtier qui travaille seul ou il est en équipe? Tu sais, le courtier qui est seul, ben, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire. OK? Oui, il fait des visites, oui, il fait des offres, mais il fait aussi de la sollicitation, du marketing, de la paperasse, etc. Fait que est-ce que ce courtier-là est 100% disponible pour ses clients? Ça reste à voir. Mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui soit disponible, tant mieux. Tandis que, mettons, ben, une équipe, ben, normalement, en tout cas, je sais que moi, dans mon équipe, c'est comme ça que ça fonctionne. Les courtiers de l'équipe n'ont rien du tout à faire en termes de, comme je disais, de sollicitation, de marketing, de paperasse, etc. La seule chose que je leur demande, c'est d'être 100% disponible pour leurs clients. Ensuite de ça, est-ce que le courtier a un système de profil d'acheteur qui va permettre d'identifier facilement le genre de propriété qu'un acheteur peut chercher? Est-ce qu'il y a accès à des propriétés qui ne sont pas sur le web? Il faut être conscient que toutes les propriétés qui se vendent, ce pas toutes des propriétés qui sont affichées sur Internet, sur Centris, sur du proprio. Il y a ailleurs aussi où on peut chercher. Et surtout, est-ce qu'il y a des références de ces anciens acheteurs? OK? Ça, je pense que, je ne sais pas si c'était comme moi, Pascal, mais quand je m'en vais en quelque part, puis je sais pas, je m'en vais dans une ville, exemple, je m'en vais à New York, je veux savoir dans quel restaurant aller manger, mais puis je ne connais pas le coin, mais la première affaire que je vais faire, je vais sortir mon téléphone, puis je vais regarder c'est quoi le restaurant qui a les meilleures notes dans le coin, là, tu sais. Je pense qu'on Clairement, pour absolument tout, mais le restaurant est une super bonne exemple. ouais, j'ai vraiment pris un exemple qui était loin, un restaurant à New York, j'aurais pu prendre ça, je ne sais pas pourquoi. C'est gage d'une bonne fin de semaine, par exemple. C'est ça, oui, définitivement. Ensuite de ça, bon, il faut comprendre aussi que en tant que courtier immobilier, on peut avoir deux rôles. OK? On peut être le courtier qui représente le vendeur ou on peut être le courtier qui représente l'acheteur, mais jamais on peut être les deux en même temps. OK? Donc, le courtier du vendeur peut, par contre, prendre une offre d'un acheteur, mais il ne représente pas l'acheteur, il représente le vendeur. Fait que vous allez voir, je vais vous montrer les avantages d'avoir un courtier qui vous représente, donc un courtier d'acheteur. Dans tous les cas, OK, tous les courtiers peuvent préparer, planifier des visites, assister au niveau du déroulement pour le financement, gérer les dates de prise de possession, d'occupation, expliquer les formulaires, les engagements, puis finaliser la vente jusqu'au notaire. OK? Ça, et le courtier du vendeur et le courtier de l'acheteur vont pouvoir faire ça. Par contre, il y a vraiment des grands avantages à avoir un courtier qui vous représente. OK? Donc, un courtier qui vous représente va pouvoir protéger vos intérêts en tout temps. Le courtier du vendeur ne pourra pas faire ça. Le courtier de l'acheteur va pouvoir vous conseiller, vous révéler toutes les informations pertinentes qui vous importent, même si au final, vous dites que vous n'achèterez pas la propriété. Tu sais, si je le sais par exemple que il y a un train qui passe pas loin, il y a un projet de construction, etc. Tu sais, des choses qui
qui n'ont pas nécessairement été déclarées, mais c'est des informations importantes pour mon acheteur, mais c'est sûr que je vais lui divulguer. Mon but, ce n'est pas de lui vendre cette maison-là, contrairement au courtier du vendeur. Moi, c'est de vendre la bonne maison pour cet acheteur-là. Ensuite de ça, le courtier de l'acheteur va pouvoir présenter une étude de comparable pour déterminer la valeur de la propriété qui vous intéresse. Ça, c'est important. Vous ne voulez pas surpayer votre propriété. Le courtier du vendeur ne pourra jamais faire ça. Même s'il sait que sa maison est affichée 50 000 trop cher, il ne pourra jamais vous dire Monsieur l'acheteur, Madame l'acheteur, la maison ici est 50 000 trop cher. J'étais vous, je fais une offre au bon prix, puis vous le dire. Il contreviendrait à ses obligations déontologiques d'aller chercher les meilleures conditions puis le meilleur prix pour son vendeur. Il y a juste le courtier de l'acheteur qui va faire ça. Le courtier de l'acheteur va représenter l'acheteur seulement, va préparer, structurer une offre d'achat pour protéger les intérêts de l'acheteur, va garder confidentielles les informations de l'acheteur, donc la marge de manœuvre qu'il y a, la marge de négociation, les pensées, l'opinion, la volonté que peut-être l'acheteur a de vouloir payer plus pour une propriété. Tout ça, ça va rester strictement confidentiel. Tandis que, imaginez l'acheteur qui s'en va voir le courtier du vendeur puis qui dit ouais, je sais que ta maison est 500 000, mais on va te faire une offre à 475, mais je te le dis tout de suite, là, si ça ne marche pas, on pourrait monter jusqu'à 500. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est sûr que ça va finir à 500 000. Là. Je veux dire, c'est le courtier du vendeur. Fait que réellement, comme courtier de l'acheteur, ça vaut la peine pour ça. Et le courtier de l'acheteur va pouvoir représenter les acheteurs auprès de toutes les propriétés qui sont sur Centris, mais également des reprises de finances, des à vendre par le propriétaire, des constructions neuves, des maisons qui ne sont même pas affichées. Nous, dans notre équipe, on va voir absolument tout. OK? Maison qui n'est pas en vente, on peut aller, on sait que c'est le genre de maison qui vous intéresse, mais il n'y a rien qui nous empêche de solliciter le vendeur pour dire Hey, on a un acheteur pour votre propriété. Si on amenait une belle offre, seriez-vous intéressé à vendre? On le fait pour des acheteurs. Ensuite de ça, on va négocier au terme du résultat d'analyse de marché, suite à l'inspection, les réparations, les dates d'occupation, les coûts reliés en faveur de l'acheteur seulement. Et pour finir, on a des obligations et des responsabilités envers l'acheteur seulement. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment des grands avantages à avoir un courtier pour vous représenter. Et donc, tu sais, une erreur les plus communes qu'on voit, là, Pascal, ça nous arrive à toutes les semaines, un acheteur qui nous appelle qui dit ouais, tu peux-tu me représenter? Mais je te le dis, j'ai appelé le courtier du vendeur, j'ai visité avec lui, puis là, à ce moment-là, on dit hein, malheureusement, il est trop tard. Fait que, Absolument. Je riais un petit peu quand que j'écoutais ce slide-là parce que pas plus tard que la semaine dernière, il y a une cliente qui m'a contacté qui n'était pas représentée par un courtier inscripteur, un courtier vendeur, pardon, un courtier acheteur. Puis le courtier vendeur disait ah non, mais j'ai une autre offre au prix demandé sur la table. Fait que déjà, je fronce un peu le front parce que je n'étais pas supposé de divulguer cette information-là. Fait que j'écoute, moi, j'ai des petits red flags, là, des petits drapeaux rouges qui s'allument. Là, si je fais toi, là, c'est complètement sans fait. Puis, as-tu quelqu'un de confiance autour de toi que tu connais déjà, qui est courtier immobilier? Elle dit, ben oui, justement, je connais quelqu'un. Ben, je donnerai un petit coup de téléphone et je verrai si elle peut t'aider pour ça. Puis, en fin de compte, ils m'ont envoyé la promesse d'achat le lendemain, puis il était sur une offre d'achat de 7 000 de moins que le prix affiché. Fait que cette deuxième offre-là, j'avais un grand doute qu'elle existait vraiment. Puis, elle a économisé 7 000 c'est un produit sans frais. C'est un ouais, service qui est sans frais. Fait que, elle a économisé 7 000 en claquant des doigts. exact. Puis, tu sais, moi, je trouve que l'image qui explique le mieux ça, c'est admettons là, que vous devriez aller en cours. OK? Est-ce que vous prendriez le même avocat que la partie adverse? La réponse, évidemment, c'est non. Jamais je me ferais représenter par l'avocat de la partie adverse. Je ne suis même pas sûr que j'aurais le droit, de toute façon. Mais en immobilier, c'est ça. C'est une industrie que ça a toujours fonctionné comme ça. Puis des fois, les acheteurs peuvent penser qu'ils ont un avantage à contacter le courtier du vendeur, ce qui est absolument faux. Vous êtes vraiment mieux d'avoir quelqu'un qui va vous représenter. En plus de ça, les services d'un courtier immobilier ne vous coûteront absolument rien directement. Donc, vous n'aurez jamais à payer votre courtier immobilier directement. On est payé à partir du profit de la vente. Fait que quand on arrive chez le notaire fait les répartitions, puis on va être payé sur le profit de la vente. Donc, c'est à partir des sommes qui reviennent au vendeur qu'on est payé. Donc, l'acheteur n'aura jamais rien à nous payer directement. Ensuite de ça, la recherche de propriété. Donc, on a un système d'alerte immobilière qui vous donne un accès prioritaire à toutes les nouveautés qui correspondent à vos critères de recherche. Et grâce à ça, ben, vous allez recevoir seulement les propriétés qui vous intéressent. Vous allez les recevoir à l'avance sur les autres acheteurs. Vous allez choisir celles que vous aimeriez voir. Et surtout, vous êtes sûr de ne jamais rater la propriété parfaite lorsqu'elle va arriver sur le marché.
Et ensuite de ça, ben, vous allez pouvoir battre de vitesse la majorité des acheteurs sur les meilleures occasions parce en ayant accès à ce système-là, vous allez battre de vitesse justement la majorité des acheteurs qui sont sur le marché. Donc, on va essayer d'éviter la surenchère. Puis, tu sais, de la surenchère, je veux peut-être juste mettre ça au clair. Il y en a présentement dans le marché. Il va en avoir sûrement au printemps. Pas plus tard que tantôt, là, je regardais les stats pour Saint-Hubert. Puis, tant qu'on regarde une maison unifamiliale, c'est 35 des maisons unifamiliales, donc ça exclut la copropriété, qui se vendent au prix demandé ou plus cher. Fait que c'est quand même une sur trois, là. Fait qu'on a un marché qui est quand même assez actif, puis la marge de négociation était vraiment faible, c'était en bas d'1%. Fait que, tu sais, si vous avez dans la tête là, de magasiner, je ne sais pas, une maison de 500 000, d'offrir 450 000, et c'est pas avec la nouveauté que vous allez faire ça. Peut-être avec la maison que ça fait 6 mois qui est sur le marché, oui. La nouvelle propriété, peut-être pas la bonne technique. J'ai l'impression qu'on va passer beaucoup d'heures à chercher si on fait ça. Ensuite de ça, si je continue sur la recherche de propriété, voyez-vous, la majorité des courtiers, ce qu'ils vont faire, puis quand je dis la majorité, c'est comme 99,9% des courtiers, ils vous envoient ce qu'il y a sur Centris. OK? Vous allez recevoir une alerte immobilière, puis là, ils attendent que vous les appelez. Assurez-vous de trouver un courtier, que ce soit moi ou n'importe quel autre courtier, là, assurez-vous de trouver un courtier qui va faire des recherches beaucoup plus poussées que ça. Ça, c'est le minimum. OK? Quand on va plus loin, on peut regarder beaucoup d'autres types de propriétés, que ce soit des pré-saisies, des successions, des maisons hors marché, donc que vous ne trouverez pas par vous-même sur Internet, des maisons expirées annulées. Ça veut dire que c'est des gens qui ont essayé de vendre dans le passé, que ça n'a pas fonctionné. On est en mesure de vous trouver ça. On est en mesure d'aller visiter à vendre par le propriétaire, AVPP, et entre autres les Duproprio. OK? Des fois, les gens pensent que les Duproprio ne veulent pas de courtier. C'est juste qu'ils ne veulent pas de courtier pour les représenter. Mais pour avoir vendu plusieurs dizaines de Duproprio, ils sont plus qu'heureux quand on leur amène une offre. Encore à l'automne, j'ai vendu un terrain à un client avec qui je magasinais. Puis le terrain qu'on a trouvé était sur du proprio. Je t'ai arrêté là-bas voir le terrain, j'ai parlé avec le vendeur, puis finalement, il y avait le choix entre mon offre, OK? L'offre de mon client, en fait, mon offre, l'offre de mon client, qui était représentée par moi, puis l'offre d'un acheteur qui n'était pas représenté. Puis au final, ce qui a fait pencher la balance, c'est que quand j'ai été présenté mon offre, on a établi une relation de confiance, puis je veux dire, quand je suis sorti de là, ben, ils m'ont dit, avant que je sorte, en fait, ils m'ont dit, hey Jeff, comme ton offre est moins haute que l'autre offre, mais par contre, comme on est plus en confiance de travailler avec toi. Fait que, puis on l'a gagné comme ça. Puis ensuite, ben, on a notre base de données de vendeurs. Fait que ça, c'est des vendeurs qui nous ont contactés, qui pensent mettre en vente dans le futur, que ce soit dans les prochaines semaines, mois, années. Mais ces gens-là, ils ont un projet de vente. La seule affaire, c'est que leur maison n'est pas encore affichée. Fait que quand on a un acheteur qui cherche ce que notre futur vendeur a à vendre, ben, on est en mesure de l'amener là-bas, puis peut-être faire une transaction sans même que ça apparaisse sur Internet. Okay? Fait que c'est important de trouver un courtier qui va être en mesure de faire ça. Quand vous allez trouver la propriété qui vous intéresse, bien, il va falloir remplir une promesse d'achat. La promesse d'achat, essentiellement, c'est un contrat qui va vous lier avec le vendeur. Donc, c'est vraiment du sérieux. Et votre courtier va veiller à mettre toutes les clauses qui sont nécessaires pour vous protéger, que ce soit évidemment la clause d'inspection, de financement, d'analyse de documents de copropriété ou n'importe quelle autre clause qui est nécessaire. Fait que quand on parle, mettons, inspection, financement, ça c'est facile, mais analyse de documents, bien, ça peut être justement un des exemples qu'il y a là, la pyrite, la vermiculite. Fait que la pyrite, bien, ici sur la rive sud, c'est important aussi de prendre un courtier, je pense, qui connaît les problématiques locales, là. Ici sur la rive sud, des cas de pyrite, il y en a eu et il y en a énormément. OK? Donc, on est une région où il y a eu beaucoup de pyrite. Donc, ça, la pyrite, c'est un composé chimique qui se trouvait dans la roche qui est en dessous de la dalle de béton. Puis le problème, c'est que quand c'est en présence d'humidité, mais ça fait gonfler la dalle de béton. Fait que imaginez une maison, on a une belle dalle de béton au sous-sol bien droite, il y a de l'humidité qui rentre, il y a de la pyrite, boum, ça fait gonfler. Votre sous-sol est complètement fini dans tous les sens du mot. Fait que s'il était fini, il faut refaire tout à neuf. Fait qu'il faut enlever les matériaux, le plancher, etc., enlever le béton, enlever la roche, remplacer ça. Tu sais, c'est des affaires qui peuvent coûter 60, 80, 100 000 peut-être. Fait qu'on est mieux de juste prendre les bonnes précautions, puis de demander un test de pyrite, puis de voir ce test de pyrite-là. Même chose pour la vermiculite. La même affaire, si on est à Saint-Amand, bon, peut-être voir, on va vouloir avoir une maison qui est pieuetée. Demander la garantie de pieutage.
etc. Fait que de là, l'importance de travailler avec quelqu'un qui connaît les problématiques locales. Quand on travaille dans la copropriété, bien, on va vouloir voir les documents de copropriété. Ça, c'est important. Et puis, quand on dit des autres clauses, mais je ne sais pas, par exemple, on s'en va voir une maison qui est plus en campagne, mais là, peut-être qu'on va vouloir avoir une analyse d'eau, un test, euh, une analyse de puits, tout ce genre de choses-là, c'est des choses qu'on peut mettre dans une offre d'achat pour s'assurer que, justement, on fait un achat qui est judicieux. Okay? Mais ça, c'est du cas par cas. Ensuite de ça, on va devoir réaliser nos conditions. Donc, ben, la première des choses, l'inspection. Okay? Fait que l'inspection, en partant, mettons ça au clair, ça vise à identifier les défauts majeurs qui vont faire en sorte que ça diminue l'usage ou la jouissance ou la valeur d'un bâtiment, okay? Ou encore qui présente un risque à la sécurité des occupants. Et également, ça vise à constater les éléments au moment de l'inspection, puis peut-être prévoir le futur aussi. Okay? Fait que planifier un entretien à venir. Donc, normalement, l'inspection, je veux dire, les délais standards, c'est à peu près 7 à 10 jours qu'on va mettre. L'inspecteur va vérifier tout ce qu'il y a moyen de vérifier dans une maison. Généralement, on commence par l'extérieur, sous-sol, on monte en haut jusque dans l'entretoit. Et souvent, ben, c'est dans l'entretoit que les surprises arrivent. Hein. Les gens ne vont pas se promener là tous les jours, mais j'ai eu plusieurs cas où les vendeurs n'étaient pas au courant, puis l'inspecteur arrive dans l'entretoit, puis hop, on a eu un cas de vermiculite, j'ai eu des infiltrations d'eau, de la moisissure, ce genre de choses-là. Fait que là, c'est là que les surprises sortent. OK? Euh, Quand ça arrive, ben, puis que c'est majeur, on a toujours la possibilité de pouvoir se retirer de l'offre. Mais il faut que ce soit majeur. OK? Si ce n'est pas majeur, vous ne pouvez pas vous retirer d'une offre. Il y a de la jurisprudence là-dessus. Il y a un risque de se retirer d'une offre sans raison. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. OK? Ce n'est pas avec une inspection bidon que vous allez vous retirer d'une offre. Sinon, vous allez vous mettre à risque de peut-être vous faire poursuivre par un vendeur qui pourrait vous en vouloir pour cette raison-là. Ensuite de ça, on pourrait aussi renégocier. OK, j'ai eu un cas récemment où je représentais le vendeur, OK, à Brossard, puis on a eu une offre qu'on a acceptée, etc. À l'inspection, on découvre qu'au sous-sol, il y a à la base, disons, du plancher puis du mur du sous-sol de fondation. Donc, il y avait le béton qui suintait. Il y avait comme un petit peu d'humidité qui était là. Fait que les acheteurs ont décidé de faire une inspection un peu plus poussée. C'est leur droit. On fait venir quelqu'un pour vérifier le drain français avec une caméra. On a découvert que le drain était bouché par endroits, mais surtout qu'il n'était pas connecté à rien qui permettait d'évacuer l'eau. Fait qu'essentiellement, c'est un drain qui était pas mal inutile, mais c'est comme ça qu'ils bâtissaient ça dans le temps. Et donc, c'était majeur dans ce cas-là. Okay? Fait que, on parle d'une réparation qui a coûté, je ne me souviens plus, peut-être 20 000, plus ou moins, à peu près ça, il me semble, 20 000. Fait que ce que l'acheteur a demandé, c'est regarde, monsieur le vendeur, est-ce que tu es prêt à faire réparer ce vis-là? Sinon, nous autres, on va se retirer de l'offre d'achat. Puis le vendeur a considéré ça, puis il a dit ben écoute, moi, si je suis obligé d'aller divulguer ça à n'importe quel autre acheteur par la suite, n'importe qui va me demander de baisser mon prix anyways. Fait que je suis autant mieux de m'entendre avec mon acheteur actuel, puis de faire réparer, puis qu'on aille chez le notaire, puis qu'on ait une transaction. Donc, il a fait réparer le drain, puis on a fourni la facture. L'acheteur est venu en cours de travaux, etc., voir comment ça se passait, puis on a eu une belle transaction ensuite de ça chez le notaire. Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais c'est un vice majeur. OK? C'était pas un petit vice. Ensuite de ça, le financement, je te dirais quoi, un délai de 10 à 15 jours, c'est pas pire pour vous autres? C'est la norme, oui. 14 jours qui est le plus populaire, 10 à 15 jours qui est la norme, là. Il y en a des fois des plus longs, mais c'est extrêmement rare, là, ou des plus courts, même chose. OK. Puis dans ce temps-là, ben, toi, tu vas compléter, disons, la liste de documents que tu as déjà entamés pour la préqualification. Fait que des fois, tu as besoin peut-être de renouveler les documents. Oui, exact. Fait que, ben, tu sais, on se répète un peu à parler de l'importance de la préqualification, puis que ce soit une des premières étapes qui soit faite au début, mais on se répète par défaut parce que c'est la réalité. Le 10 à 15 jours de financement, parlons de 10 jours, par exemple, qu'une offre qui va avoir été faite un vendredi parce que la personne va avoir pris congé un vendredi pour aller visiter la propriété, puis on décide de faire l'offre d'achat, il faut comprendre qu'on enlève déjà 4 jours ouvrables, là. Fait que c'est pas une offre de 10 jours en réalité. Fait que votre courtier ou votre banque, peu importe avec qui vous voulez faire affaire,
Il va avoir 6 jours pour procéder au financement. Disons que la première journée, on a des clients qui sont très proactifs. On va avoir la lettre d'emploi qui doit être datée de moins de 60 jours, le talon de paye qui doit être daté de moins de 30 jours, qui est des documents qui sont assez simples à obtenir. Mais si on travaille pour un employeur qui prend 48 heures à nous fournir une lettre à jour, mais on a déjà 2 jours de perdu. On travaille en amont, on prépare les documents, on envoie les documents à signer, on s'assure vraiment de peaufiner 110 le dossier. On attend le dernier document, mais on sait compter. Là, il nous reste 4 jours de financement. Je ne veux pas tout nommer, mais des périodes d'année, il y a des institutions qui sont meilleures que d'autres au niveau des délais. Toutes les institutions ont le qualité ou le faiblesse, comme n'importe quelle entreprise ou individu de ce monde. On a des très bons délais actuellement dans certaines institutions, mais on a des délais qui sont complètement épouvantables dans l'autre. Donc, un grand minimum, on parle d'un délai de 48 heures de prise en charge pour un dossier. Il nous reste 2 jours. Donc là, à partir de là, si on a un first time right qu'on appelle dans le domaine, où vraiment on a un beau dossier, beau profil financier, puis une propriété qui a pas de pépins, que les rapports d'inspection sont impeccables, la valeur, elle est à la juste valeur marchande selon le système Emily, qui est un système d'évaluation en ligne que le prêteur va utiliser. L'affaire avec Ketchup, c'est réglé, tout va bien, mais on a des délais qui sont extrêmement serrés. Puis, c'est d'où là l'importance de ne pas commencer jour 1, jour 2 de la période de financement après promesse d'achat acceptée à monter le dossier parce qu'il va y avoir une perte de jours extrêmement précieuse. C'est la période critique. Là. On parlait tantôt que c'était le bout le fun de visiter les propriétés. On est dans l'émotion, on est dans la joie. Le bout où ce que la balle me revient, moi j'adore mon métier, mais c'est le bout qu'on gère un petit peu plus les émotions. Là. Ouais, ça fait mal de perdre une maison parce qu'on n'est pas rentré dans le délai, parce qu'il y a quand même un risque à ça. Tu sais, si on ne rentre pas dans le délai, le vendeur peut toujours mettre fin à l'offre dans peut-être une situation où il aurait reçu une offre concurrente, une meilleure offre, puis qu'il l'a mis en deuxième rang, mais tu sais, aussitôt qu'il a la chance, il va s'arranger pour annuler notre offre après le délai. Mettons qu'on a mis 14, là, mais à partir du 15e jour, le vendeur peut nous envoyer un avis qui va rendre notre offre nulle et non avenue parce qu'on n'est pas rentré dans le délai. Fait que c'est important de prévoir un délai qui va être suffisant. C'est évidemment, bon, votre courtier immobilier va être en mesure de faire ça. Puis, puis de là, l'importance aussi de peut-être vous fournir là, les documents au courtier hypothécaire le plus rapidement possible parce que souvent, quand on ne rentre pas dans les délais, c'est simplement parce qu'il y avait un manque de documents. OK? Pas un manque de documents, mais un manque de rapidité à fournir les documents. Fait que, Pascal, juste te dire, t'es sur mute, fait que t'as peut-être accroché un piton. Ouais, j'avais pesé sur Enter pour faire partir la souris. OK. Pace sur Enter, ça me sur YouTube. Je viens de l'apprendre. Je disais que j'ai été challengé aussi quand même beaucoup durant l'année 2024 avec des délais du jour qui sont assez courts parce qu'il y a eu une période où les taux ont baissé en 2024, ce qui a réexcité un petit peu le marché. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ne se qualifiaient pas, qui ont commencé à se qualifier parce qu'il y a une baisse pas suffisante pour personne. Puis je suis un propriétaire aussi, là, fait que je suis d'accord avec tout ça, mais qui était quand même drastique. Et puis, où j'allais avec mon point, euh, C'est ton 10 jours là, que c'était quand même assez court. que le jour est cool. Ah, j'ai perdu mon idée. Tu as été challengé par des offres d'achat qui te rentraient un délai de 10 jours, puis surtout dans la période où les taux justement baissaient. Fait que je présume que c'est Mais ça. non, ça ne revient pas. Il y avait Je vois, beaucoup de. Ben, je présume c'est ça qu'il y va avait beaucoup flasher. de demandes, puis 10 jours, c'est quand même serré. Puis tu sais, il faut dire que, je sais pas, là, mais il y a à peu près une journée fériée par mois en plus. Fait que justement, quand tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas prévu sa journée fériée, qui te rend ça, puis tu as 2 fins de semaine dans ton délai, parce que c'est des jours calendrier, mais là, ton délai de 10, c'est 6, puis peut-être même 5. Fait que c'est même Exact. pas assez pour que la banque commence à regarder le dossier, là. Fait que, Exact. Puis le point qui m'avait échappé, qui est revenu, c'est que il y a plein de bons courtiers hypothécaires au Québec. On est chanceux pour ça. Puis il y a plein de bons courtiers en institution aussi. Mais c'est que, encore une fois, de préparer le dossier en amont, ça passait très, très proche là, avec un dernier dossier durant la période des fêtes, qui est toujours une période critique là, à cause de tous les fériés, justement, là, d'échapper un dossier, mais on a réussi, mon associé Anthony et moi, à ne pas échapper aucun dossier de début 2024 à fin 2024. Fait qu'il faut comprendre qu'on n'a pas réinventé la roue, mais que c'est simplement une méthode qui fait en sorte qu'une fois que la promesse d'achat sort, le financement suit. Tu sais. La fameuse expression que les bottines suivent les babines. oui, absolument. Je peux en témoigner. Fait que vous êtes vraiment efficace là-dessus.
Ensuite de ça, ben, on va lever la condition d'analyse de documents. Fait que disons qu'on a demandé un test de périte, on a donné un délai au vendeur pour nous fournir le test de périte, qu'on regarde c'est quoi le résultat, sans déclarer satisfait ou non. Si on n'est pas satisfait, ben, on pourra se retirer encore là ben, pour des motifs sérieux. Sur la copropriété, souvent, je dis toujours ça, les gens tombent en amour avec avec un condo. Mais il faut que le bilan financier soit bon aussi, là. Parce que sinon, on va peut-être aller voir un autre condo, right? Parce que c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Tu sais, tu tombes en amour avec quelqu'un, mais tu sais, physiquement, ça fonctionne, mais mentalement, il y a des red flags, mais peut-être tu vas dire, écoute, moi, je ne m'en vais pas là. Mais c'est la même chose avec une propriété. Tu peux trouver bien, il convient 100%. Quand on analyse le fonds de prévoyance, il est très bas ou inexistant. Ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, on lit les procès-verbaux, puis il y a des problèmes dans la copropriété, il y a des travaux à prévoir, puis finalement, le fonds de prévoyance ne suivra pas. Fait qu'on on va se dire, bien, il y a sûrement des cotisations spéciales à prévoir. Mais ça, c'est le genre de choses que justement, c'est des drapeaux rouges où on va peut-être vouloir se retirer suite à l'analyse de ces documents-là. OK? Fait que ça, évidemment, un bon courtier immobilier va être en mesure de regarder ça avec vous, s'assurer que vous fassiez une décision qui est judicieuse. Euh, on arrive à l'avant-dernière étape, les assurances, les protections. Donc, assurance protection, l'assurance habitation, ça va être obligatoire à fournir au notaire. OK? Votre banque va financer whatever, 300, 400, 500, 600 000. C'est pas vrai qu'ils vont financer s'il n'y a pas d'assurance. OK? Fait que le notaire a instruction de la banque de ne pas faire la transaction si, justement, on n'a pas une preuve d'assurance qui est fournie par l'acheteur. Ensuite de ça, ben, ça va peut-être être important de prévoir des protections vie, invalidité ou maladie grave. Et également, les banques vont souvent vous proposer, bien souvent, je dirais dans tous les cas, normalement, devraient vous proposer une assurance vie. Donc, exemple, vous avez, je ne sais pas, une hypothèque de 400 000, vous décédez, bien, l'assurance va payer ce qui reste de l'hypothèque. Comme ça, vos héritiers n'auront rien à payer. Seule affaire, je vous dirais, quand la banque vous propose ça, refusez-la donc. Puis, évidemment, vous allez avoir fait vos devoirs, puis vous allez avoir magasiné une assurance privée. Okay? Parce qu'il y a plusieurs problèmes avec les assurances des banques. Le principal, je dirais, c'est que ce que ça vous coûte, ça va toujours rester la même chose. Mais la prime, excusez, la prime va toujours rester la même, mais ce qu'ils vont payer, fait que, mettons, au départ, si vous décédez au jour 1, vous avez une hypothèque de 400 000, ben, c'est pas compliqué, la banque paye 400 000, mais disons que vous décédez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais là, comme il ne reste plus le même montant, mais vous avez toujours continué de payer la même prime pendant toutes ces années-là. Et le problème également, c'est que souvent, les banques ne feront pas les recherches de la même manière. L'investigation, disons qu'une assurance vie fait, eux autres le font après. Fait que s'il y avait des affaires qui n'avaient pas été déclarées, qui auraient dû connaître, etc., ça se peut que l'assurance dise ah, non, ça ne s'applique pas dans ce cas-là, on aurait dû être au courant de ça. Fait que vous êtes mieux d'aller chercher une assurance vie privée. OK? Ça va vous coûter moins cher. Il y a une certaine flexibilité. Vous allez pouvoir choisir peut-être une assurance vie sur 20 ans. Puis dans 20 ans, bien évidemment, la maison va s'être appréciée, votre hypothèque va être quasiment payée, si on l'a mis sur 25, par exemple. Vous n'avez pas Un besoin. autre point qui est majeur, Jean-François, parce que c'est super important, puis aussi un petit peu méconnu au niveau de ça, mais c'est que le prêteur avec qui vous faites affaire, c'est directement la banque avec son assurance, mais évidemment qu'il veut vous garder pour les 25 années d'amortissement de remboursement de l'hypothèque. Mais avec un courtier hypothécaire, quand on arrive au renouvellement, on vous recontacte, puis on voit si vous demeurez avec la même institution, si c'est plus avantageux pour vous. Ben, tant mieux, on parle un petit peu, on se prend des nouvelles, puis on souhaite bon prochain 5 ans, ou on transfère votre hypothèque ailleurs, mais là, vous avez pris 5 ans pendant ce temps-là. Donc, la prime, oui, va être plus chère parce que vous êtes 5 ans Oui. plus vieux. Ouais, puis attends, écoute ça. Moi, j'ai eu connaissance d'un cas où un monsieur, justement, je ne nommerai pas l'institution financière, mais était avec une certaine institution financière et à un moment donné, c'est ça, il a voulu renouveler son hypothèque, mais entre le temps où, bon, il avait pris l'assurance de la banque, l'assurance vie de la banque, puis le moment où il renouvelle, bien, il y a eu des ennuis de santé. Mais là, comme l'assurance vie des autres banques s'est fait dire écoute, on ne te couvre pas pour ça, nous autres. Là.
Mhm. Fait qu'il a Mhm. été pris pour rester avec cette institution-là financière. Ben, en tout cas, je dirais bien jusqu'à la fin de sa vie, là, mais je n'ai pas eu connaissance de la fin de ce dossier-là. Mais le monsieur était incapable de changer d'institution financière s'il voulait avoir une assurance vie. Il ne pouvait plus se faire Ouais, assurer autrement que ça. absolument. J'ai l'air de faire 100 000 dossiers puis de raconter des histoires, là, mais j'ai eu exactement le même appel avec un client hier que ça y est arrivé avec Desjardins pour pas le nommer. Il y avait eu des ennuis de santé, il était assuré avec Desjardins, puis monsieur, il y avait une quelconque rente là, que Desjardins payait une partie de l'hypothèque, un pourcentage d'hypothèque, puis il ne pouvait pas se permettre de le perdre, puis il n'avait pas le choix de ça. Voilà. Fait que tu es enchaîné avec ton institution financière dans ce temps-là. Fait que si tu as des institutions à côté qui te promettent des meilleurs taux, des meilleures conditions, etc., tu es enchaîné avec l'institution que tu as parce que tu as pris l'assurance vie de la banque. Fait que, encore une fois, Ouais. mon conseil, prenez-vous une assurance vie privée. Ouais. Un point majeur, c'est que aussi, il va y avoir un légataire avec une assurance privée versus avec la banque, ils vont régler l'hypothèque tout simplement. Fait que si on arrive dans une période où il y a une pénalité à payer, ben, il faut payer la pénalité versus avec une institution privée, il va y avoir un légataire bénéficiaire. Donc, le bénéficiaire va recevoir les sous et puis décider de régler l'hypothèque ou de continuer de la payer tout simplement. Fait que le choix est au bénéficiaire, ce qui est un autre avantage, je trouve, qui est assez important. Puis, pour ces points-là, là, on peut se permettre aussi de mentionner que autant Jean-François est un expert de son domaine au niveau immobilier, puis que j'en suis un au niveau de financement hypothécaire, mais au niveau d'une assurance vie, quand on parle d'assurance privée, on parle de courtier en assurance vie invalidité, assurance hypothécaire. Il y a plusieurs types de produits qui existent. Conseiller financier, souvent, si vous en connaissez déjà un, si vous avez un contact avec un conseiller financier, ben souvent, ils ont les doubles permis, là. Ils font des assurances vie, assurance invalidité et placement et tout ça, là. Absolument. Sinon, ben, on pourra toujours vous référer parmi nos É- contacts. Là, on en a des bons également. Évidemment. OK. Et la dernière étape, le notaire. Fait que, rendu là, c'est à cette étape-là que vous devenez officiellement propriétaire. Et généralement, ben, si vous avez fait affaire avec un bon notaire, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller signer. Les bons notaires, vous n'aurez jamais connaissance de qu'est-ce qu'ils font. Leur travail est, comme on peut dire, dans l'ombre un peu, mais ils ont plusieurs choses à vérifier. Mais moi, j'aime les notaires où on arrive là, puis la seule affaire qui reste à faire, c'est signer. J'ai déjà arrivé chez des notaires, puis l'impression qu'ils venaient d'ouvrir le dossier, puis oh, là, on voit des problèmes. Fait que, puis là, on est pogné pour régler les problèmes avec le vendeur, l'acheteur qui sont là, les émotions qui sont là. Honnêtement, là, juste ça, là, ça vaut juste ça, c'est une raison de prendre un bon notaire. Fait que moi, j'aime, en tout cas, ceux qu'on réfère, comme je l'ai dit, ils rentrent dans les frais qu'on a parlé au début de la présentation, mais surtout, on arrive là, puis des problèmes, il n'y en a pas. Donc, votre courtier va se charger de transmettre tous les documents de la transaction au notaire, que le notaire prépare le dossier. Et ensuite de ça, le rendez-vous au notaire, ça se fait en deux parties. OK? Fait que le premier rendez-vous, ça va être pour aller signer l'hypothèque puis amener votre mise de fonds. Et le deuxième rendez-vous, généralement 48-72 heures après, ça va être pour signer l'acte de vente et officialiser la vente. Et à partir de là, félicitations, vous allez être propriétaire. Donc, grande étape d'accompli. Et donc, en conclusion, les secrets pour bien réussir en immobilier, ce n'est pas compliqué, c'est avoir son Dream Team immobilier. Donc, un bon courtier immobilier qui va savoir défendre vos intérêts, un bon courtier hypothécaire qui va vous obtenir un prêt qui est adapté à vos besoins, un bon inspecteur en bâtiment qui va vous donner l'heure juste sur l'état du bâtiment. Comme je dis, c'est tous des inspecteurs, je peux vous référer ça. Je veux dire, peut-être votre beau-frère en connaît un. Tu sais, ça, j'ai souvent entendu ça, Pascal, là. Ah, mais je vais prendre l'inspecteur de mon ami qui vient d'acheter une maison. OK, l'ami a fait une transaction avec cet inspecteur-là. OK, ça a bien été peut-être, mais comme moi, ça fait des centaines de transactions que je fais avec les inspecteurs que je réfère. Puis il y a une raison pourquoi je les réfère, c'est parce qu'ils voient les problèmes. Puis ils savent expliquer surtout, parce que c'est pas vrai que tous les problèmes sont graves. Des fois, j'ai vu des inspecteurs, puis attends, tel problème, tel problème, tel problème, ils n'expliquent rien. L'acheteur sort de là, il est en panique généralisée, puis il se retire de l'offre. Puis souvent, c'est sans raison. C'est tous des problèmes communs qu'on va voir dans toutes les propriétés, là, tu sais. C'est toujours la même chose qui revient, là. Éloigner l'eau du bâtiment, l'étanchéité des fenêtres, des portes, etc. Tu sais, le calfeutrage est toujours à refaire. Les pentes sont toujours vers la maison. C'est pas grave. OK, c'est des affaires qui changent, cette affaire-là. C'est mineur, ça, là. C'est un plan d'entretien sur la maison. Fait que, tu sais, à moins qu'il y ait de l'eau qui rentre par la fondation en dessous, là, on va dire, OK, ça, c'est grave, là. Yeah. Mais un bon inspecteur, ça vaut la peine. Fait que je pourrais vous en référer avec grand plaisir.
comme tu disais tantôt, un bon conseiller financier qui va aider à planifier une stratégie gagnante. Tu sais, tantôt, on parlait du CELIAP, du REER, etc. On n'est pas rentré dans le détail tant que ça, mais pour de vrai, il y a des stratégies ultra intéressantes qu'on peut faire, là. Tu sais, quelqu'un qui achète une propriété, je veux dire, puis qui prend ses économies personnelles, puis qui ne se sert pas du tout du CELIAP et du RAP, ben, il passe à côté de quelque chose, là. Fait que, Oui, clairement. tu sais, je veux dire, tu fais juste mettre ton argent dans ton CELIAP, tu viens de te sauver de l'impôt sur 8 000 $, tu le mets ensuite de ça dans des REER, tu fais un RAP avec ça, tu vas recevoir un retour d'impôt, après ça, tu rembourses ça sur 15 ans. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont vraiment intéressantes là, à faire avec ça. Mhm. Puis, anyway, ouais, on a, en tout cas, il y a une stratégie qu'on n'a pas parlé, là, puis mais tu sais, il y a moyen d'emprunter pour aller mettre de l'argent dans ses REER, puis ensuite de ça, rapper pour rembourser son prêt, puis avoir le retour d'impôt pour la mise de fonds. OK? Fait que ça, Oui, c'est. on appelle ça un prêt REER, exactement comme tu le mentionnes. On va faire un prêt REER. Le prêt sert à investir dans les REER. L'année passe, on a déduit notre revenu, on a un retour d'impôt, puis le retour d'impôt est gagné. Encore une fois, le conseiller financier, c'est la bonne personne avec qui discuter de ces différentes options-là. Il y en a peut-être qu'on ne sait pas, chacun son domaine, mais c'est tous des bonnes options ils sont connus ou qui commencent à être connus, mais qui sont bonnes à être connus, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, puis là, c'est sûr, on a lancé beaucoup d'informations, là, fait que, réellement, c'est ça, c'est peut-être un peu poussé, mais en tout cas, retenez ça, un bon conseiller financier, ça vaut la peine. Et finalement, comme j'ai dit tantôt, un bon notaire. Bref, quand vous avez votre équipe de professionnels, bien, vous réduisez les risques puis vous augmentez les chances de faire un bon achat. Et donc, confiez pas votre transaction à n'importe qui. OK? Vous êtes probablement des spécialistes dans qu'est-ce que vous faites. On est des spécialistes dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, rendu là, je te dirais, la prochaine étape, si on planifie ça, c'est si quelqu'un ici dans la salle pense acheter dans les 6 prochains mois, euh, écoutez, contactez-moi rapidement pour un court rappel pour juste qu'on planifie de manière personnalisée les prochaines étapes ensemble. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Là. Si vous sortez du webinaire, vous faites ah, c'était vraiment le fun, j'ai appris plein d'affaires, mais c'est pas avec eux autres que je veux faire affaire, aucun problème. OK? Je respecte ça à 100%. Mais si par contre vous voulez me lâcher un coup de fil, ça va me faire grand plaisir de planifier ça avec vous. On va vous fournir, moi, Pascal, des conseils justement pour faciliter chaque étape du processus d'achat. Et à ce point-ci, ben, je te dirais qu'on est ouvert à toutes les questions pour clarifier le processus. J'en ai vu une passer euh, qui me demandait est-ce que la présentation peut être partagée à la fin? Bon, je ne partagerai pas la présentation, mais je pourrais toujours faire peut-être un petit one-pager là, des points clés. Ça, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Fait que, puis de toute façon, dans le pire des cas, la présentation pourra toujours être enregistrée, pourra toujours être revue au besoin. Et sinon aussi, vous pouvez me contacter à mon numéro 450-300-5046. Et comme je dis, un court rappel, on se book un petit rendez-vous. Puis on planifie c'est quoi les étapes. C'est sans obligation, c'est gratuit. Fait qu'il n'y a pas de danger de faire ça. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des questions ou j'ai l'impression qu'on a quand même été clair quand je regarde les gens qui sont ici, il n'y a pas de questions. C'est peut-être une bonne job, je Oui, ne sais pas. on avait beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a énormément d'informations qui ont été données, mais on n'a pas couvert des centaines de points non plus. On est allé assez en profondeur dans chacun des points. Fait que, je pense que la prochaine étape, s'il y a d'autres questions à avoir, comme Jean-François l'a demandé, c'est surtout de prendre conseil. Tu sais, là, c'était des données d'information, du partage d'informations, de connaissances. Prochaine étape, c'est plus peut-être justement de te contacter puis aller chercher des informations un petit peu plus ciblées à notre profil, à nos projets. Tu sais. Le PowerPoint, moi aussi, quand que j'ai vu la première fois, j'avais envie de l'avoir pour être bien honnête, je te l'ai pas dit. Je le trouve très bien. Mais c'est des grandes lignes. Là. Il n'y a pas, il y a pas d'informations à ce point-là dedans. Il y en a quelques-unes, là, oui. Hein. Mais la prochaine étape, c'est des bons conseils. Oui, exact. Parce qu'il faut le dire, chaque dossier, c'est vraiment du cas par cas. Là, ici, on donne les grandes lignes, mais par la suite, on pourra regarder de manière personnalisée qu'est-ce que ça donne. Que le projet soit pour les 6 prochains mois, là, c'est sûr qu'il va falloir comme
clencher un peu plus, mais si c'est pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien qui empêche qu'on se boucle un court appel, planifier les prochaines étapes, puis s'assurer que le projet va se rendre à terme rendu là. All right. Bon, ben, écoute, en absence de questions, je pense qu'on a fait un bon travail, Pascal, je te dirais. Yes. Merci beaucoup. Oups, je pense qu'il y en a une. Oh, OK, oui. Est-ce que vous aidez les clients avec les subventions disponibles aussi? Les Euh, subventions, subventions aux premiers acheteurs ou oui, des la programmes de question peut être subvention large, dans là. les maisons ouvertes ou Il peut y avoir des programmes aussi au niveau de certaines régions pour les mises de fonds ou des programmes de subvention X, Y, Z. Mais oui, pour répondre, là, en attendant peut-être une clarification, il y a certains produits niches, là, comme exemple, acheter 100 mises de fonds sur l'île de Montréal, qui est un nouveau produit, ou dans la ville de Québec. Pas nécessairement une subvention, mais un programme qui est disponible gouvernemental si on est capable de le faire au niveau du financement. Jean-François a certaines subventions aussi qu'il peut utiliser. Pas tous, mais il faudrait comprendre un petit peu plus ben, c'est ça, quel type encore de là, je te subvention. dirais, ça va être quelque chose de peut-être plus personnalisé, là, selon le secteur de recherche, la ville, etc. Parce qu'il y a des municipalités, effectivement, qui ont des programmes pour les premiers acheteurs. Euh, programme Programme pour. d'appui à l'acquisition résidentielle. Ouais, c'est ça. Il va voir Ouais. dans quel C'est un pays. programme qui me dit rien à vue de nez comme ça. Il y avait le programme d'accès famille qui était une subvention qui était disponible, qu'on a utilisé souvent, qui est terminé maintenant. Je ne sais pas si c'est du même programme qu'on parle, qui était le programme d'accès famille. On avait une mise de fonds de 5 puis le gouvernement a rajouté un 5 Il a été disponible pendant une bonne période là, en 2024 de mémoire. Mais oui, c'était des produits là, qu'on avait. Mais encore une fois, comme Jean-François commençait à dire, à ce moment-là, c'est des prix en charge, là. Oui, on a accès à différentes subventions, programmes, peut-être pas tous, mais on va être en mesure, si on n'a pas la réponse, de vous diriger vers le bon endroit de toute façon. Tu sais. Exact, c'est ça. Fait que à ce point-là, ce sera vraiment, je pense, plus du cas par cas, mais on va pouvoir, on va vraiment pouvoir vous aider là-dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, exact. Puis c'est important pour moi d'être un plus-value, si je peux parler un petit peu plus de barrière de financement, parce que si un dossier est dirigé à moi, puis que je sais pertinemment que ce dossier-là va être plus facile pour l'acheteur avec son institution où il est déjà client, ma priorité, c'est d'être un plus-value. Là. Tu sais, comme ce soir, le temps, c'est complètement donné. On fait ça pour un partage d'informations, de l'altruisme, tout simplement. C'est la même chose quand les clients nous contactent. Si on est un plus-value, puisqu'il la plupart du temps le cas, tant mieux. Si on n'est pas un plus-value, ça va nous faire plaisir quand même de passer un certain nombre de minutes, un certain laps de temps au téléphone pour bien vous conseiller puis vous diriger à la bonne endroit aussi, peu importe quel type de question ou de projet. Ouais, exact. Puis, c'est ça. Au cas par cas, on pourra gérer, mais tu sais, des programmes, tu sais, il y en a d'autres aussi. Là. C'est sûr, on n'a pas tout couvert, là, mais tu sais, je pense, mettons, tu sais, il y a des programmes justement pour rendre nos maisons plus éco-énergétiques de ce temps-ci. Mais tu sais, Mhm. ça peut peut-être valoir la peine de regarder une maison je sais pas, qui a un vieux système de chauffage, qui a des vieilles fenêtres, qu'il manque d'isolation dans le grenier. Tu sais, les gens ne le Ouais. savent pas, mais il y a un programme de prêt sans intérêt du gouvernement fédéral qui prête jusqu'à 40 000 avec 0 % d'intérêt remboursable sur 10 ans. Fait que ça, c'est sûr, c'est quelque chose d'intéressant. Puis en plus de toutes les subventions qu'ils donnent, mettons, pour justement changer ces appareils de chauffage, les rendre plus éco-énergétiques, la même chose avec les fenêtres, la même chose avec les réisolations. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Entre autres, ça. OK? Fait que, Celui-là, c'est le majeur, puis je suis content parce que depuis plusieurs mois, je le vois de plus en plus dans les profils financiers des clients qui m'approchent avec des renouvellements ou des refinancements, qui ont ce type de financement-là dans leur passif maintenant, qui ont eu accès à ce 40 000 $-là sans intérêt. Bon, on s'entend que c'est de la belle argent pour enlever ta vieille fournaise ou ton poêle à bois, peu importe, puis tout mettre ça en flambant neuf électrique. Tu sais, ouais, puis ça peut donner une belle valeur à une maison aussi. Là. C'est peut-être pas clairement. c'est pas ce qui va donner le plus de valeur, là, tu sais, les rénovations Non, esthétiques vont donner plus, mais quand même, je veux dire, quand tu as des fenêtres neuves, ben, tu es bon pour un bon bout, un nouveau exact. chauffage, tu sais que tu n'auras pas de problème. Fait que, tu sais, Mhm. Isolation, X, Y, Z. ouais, l'isolation, tu sais, ça peut faire sauver sur la facture d'électricité. En fait, il y a beaucoup de monde qui sauve sa facture d'électricité. Là. Tu sais, Mhm. regarde, par exemple, moi, mettons, chez moi, je chauffe au mazout présentement. Moi Puis aussi. je veux changer le système de chauffage, mais tu sais,
le mazout a vraiment monté dans les dernières années, là. Il y a une époque où ça Ben, me coûtait aussi cher, moins cher même que l'électricité, mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, là. 79 cents il y a 9 ans quand j'ai acheté ma maison. C'est ça. Ouais, ouais, Je là, pense qu'il y a une et 79, une et 74 là, de mémoire c'est cette encore année. plus. Ça fait 1,50 de ce temps-ci, là, en tout cas. Fait que non, c'est ça. Il y a des affaires comme ça qui peuvent valoir la peine. Mais tu sais, ça fait qu'on a des connaissances plus larges que juste ce qu'on a parlé là. Mais encore là, au risque de me répéter, mais ce sera peut-être dans une rencontre personnalisée. Ou dans un prochain webinaire, qui sait. C'est exactement. On pourra peut-être faire ça. Bon, ben, là-dessus, merci Pascal d'avoir été là. Merci pour tes interventions. Puis, merci également à tous les participants. J'espère que ça vous a été utile. Et si jamais ce n'est pas fait, c'est le temps de prendre le numéro en note. Quoique, de toute façon, je vais envoyer un petit courriel demain, un petit courriel de suivi. Puis, si jamais vous avez un projet là, qui est pour bientôt, vous allez pouvoir répondre assez facilement. Là-dessus, Merci à tous encore une fois. Merci encore pour l'invitation, Jean-François. Ça a été un plaisir. ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.